c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Maintenant disponible sur iTunes, Spotify, Deezer, YouTube et Podbean. Cette semaine, on va voir l'annonce de ban et restrictions du lundi dernier, des nouvelles cartes, on reçoit Charles Wickham pour avoir son expérience du premier Arena Open, puis on verra comment les problèmes politiques des États-Unis affectent la communauté. Allez, c'est parti pour l'épisode 6. Tout d'abord, lundi, comme programmé, on a eu une annonce de ban et de restrictions. Ça affectait cette fois-ci le standard et l'historique, parce que Feu de l'Invention et Agent de Traîtrise sont bannis en standard, et ils sont aussi suspendus en historique. Donc on a une volonté claire de la part de Wizard de rendre certains decks moins forts. Les Feux de l'Invention créaient un deck en standard qui était totalement dominant sur la méta, et l'agent de traîtrise, c'était peut-être pas forcément la carte la plus puissante, mais du moins la plus tiltante, et celle qui terminait les games dans le plus de rage. Quelque chose de très intéressant, c'est qu'en historique, Winota n'est pas banni, et c'est toujours totalement pété dans le format, peut-être même en standard. On verra ce que donne le metagame des événements qui suivent, je suis curieux de voir ça. Autre fait très intéressant, un changement de règle sur la mécanique compagnon. En effet, maintenant, alors que la carte commence dans sa réserve, il faut payer 3 manas incolores en vitesse rituelle pour le mettre dans sa main et pour pouvoir le jouer de manière subséquente. Ce changement très important qui nerf pas mal la mécanique, je vois 3 conséquences totalement directes. Déjà, lorsqu'on passe le compagnon dans sa main, ce qui fait qu'il y a une fenêtre pour que l'adversaire puisse jouer de la discard et vous la faire défausser, ce qui rend la mécanique un peu moins puissante. Une autre conséquence qui a été soulignée par Théoméry, enthousiaste de Vial d'Éther, c'est que maintenant qu'elle est dans sa main, on peut la jouer grâce à Éthervial. C'est pas passé dans l'oreille d'un sourd et je crois qu'il va bien essayer de jouer Hatebear ou Death Taxis en moderne avec Yorion. Un troisième impact important de ce changement de règle, c'est que ça impacte de manière tout à fait différente les différents compagnons. Obosh, qui était une carte préférée des decks agressifs, bien sûr, se voit très impacté parce que pour ce type de deck, le tempo et la rapidité du jeu est très importante. En revanche, pour les decks qui jouent Yorion, qui sont plus contrôle, c'est moins important de perdre un tour à faire ça, puisque de toute façon, on va passer toute la game à contrôler ce que fait son adversaire. Donc si on cherche à jouer son compagnon tour 5 ou 10, plutôt que sur la curve tour 3, pour le russe, eh bien, c'est moins gênant ce changement de devoir payer 3 en rituel. Globalement, et c'est pas moi qui le pense, mais le podcast Bandwagon avec Matt Nass et Louis Scott Vargas pense que Yorion sera toujours joué en standard, l'Urus aussi peut-être, ou peut-être dans les 60 cartes du main deck. En moderne, peut-être que l'Urus sera présent aussi, c'est toujours une bonne carte en main deck dans des decks midrange. Et peut-être que en moderne encore, Yorion sera joué dans un deck Blink ou dans Death Taxis, on va voir si ça marche. C'est quand même un précédent énorme de pouvoir changer une règle qui vient de sortir. Bon, c'est déjà arrivé bien sûr avec les règles de Mulligan qui ont changé plusieurs fois, ou les dommages qui ont quitté la stack, mais cette fois c'est vraiment une mécanique qui est imprimée sur la carte et qui change quelques mois après sa sortie. Donc c'est inédit et c'est très intéressant. On va voir ce que ça donne, mais moi je suis plutôt content de ce changement. Le week-end dernier, l'événement, c'était le premier Arena Open, donc le premier tournoi à faire chez soi, totalement sur Arena, où on peut gagner jusqu'à 2000 $. Sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens qui postaient des screenshots de leurs gains, et bravo à toutes et à tous. Mais globalement, on voit 3 scénarios qui se sont distingués. Déjà, il y a les gagnants ou les gagnantes, par exemple Jean-Emmanuel Depraz qui poste son 7-0, bravo à lui. Les gens connus qui rappellent qu'ils sont trop forts, vraiment ça fait chaud au cœur parce que je pense qu'ils le méritent. Il y a aussi des gens un peu plus inconnus qui ont perfé dans ce tournoi bien sûr et c'est ça qui est beau. En tout cas, vraiment bravo à tous ces gens qui sont allés jusqu'à cash le tournoi, vous l'avez bien mérité. Ensuite, on a d'autres gens trop forts comme LSV par exemple, Louis Scott Vargas a fait 0-2, ce qui nous rappelle que même si on est un des meilleurs joueurs du monde, eh ben, on peut toujours perdre à Magic et c'est mieux comme ça. Et enfin, un troisième cas, c'est par exemple Rémi Fortier qui a décidé, après s'être qualifié pour le jour 2, de tout simplement ne pas le jouer. Il a eu ses jours à se forcer à jouer à Magic pour la compétition, mais il n'en est plus là. Et je trouve que c'est intéressant de rappeler qu'on n'est pas forcé de jouer un tournoi juste parce qu'il y a de l'argent en jeu. Donc, grand bien t'en face.
En tout cas, pour savoir comment c'était à l'intérieur de l'Arena Open, que moi j'ai pas joué, j'ai posé quelques questions à Charles Wickham, qui a eu la générosité de passer chez Café Magic pour nous raconter son expérience. Je le laisse se présenter. Eh bien, pour commencer, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Charles Wickham. Je suis un grinder parisien et aussi podcaster. Donc, je fais un podcast qui s'appelle le Podcaster Mage. Et je joue du coup à Magic de manière compétitive dans tous les formats, c'est-à-dire du standard au legacy, en passant par voilà, pionnière, moderne, limité, cube. Et je fais un peu tous les GP enfin les GP européens depuis 4-5 ans à peu près, dans l'objectif de me qualifier au Pro Tour. Et je me suis qualifié au PT Bruxelles que j'ai fait du coup il y a quelques semaines. Il nous raconte bien sûr comment ça s'est passé pour lui ce tournoi. Alors à l'Arena Open, j'ai joué Temur Clover, un deck que j'avais choisi parce que je pensais que ça avait un bon match-up contre Jeska et Lucas et contre Monored, tout en pouvant se battre relativement bien contre Winota par exemple. J'ai joué une decklist qui était assez similaire au jour 1 et jour 2. C'est-à-dire qu'au jour 1, j'ai fait 7-1 assez facilement en perdant une ronde contre Winota qui m'a fait la nuts tour 3. Winota, je prends ton land. Ce qui est drôle, c'est que en gros, il avait 3 triggers. Il a trouvé un Charming Prince sur le premier et un Agent sur le deuxième. Et la Fizzle sur le troisième. Et en fait, s'il trouve pas Agent, ce tour-ci, le tour d'après, je peux Wish dans cage et il peut plus rien me prendre. Donc bon, j'étais à pas grand-chose près de pas la perdre celle-ci. Et jour 2, du coup, je jouais une decklist qui était très similaire. J'avais juste une carte de 7 d'écart. Et j'ai perdu le 1 contre 2-0 contre Jeska et Lucas, que j'avais battu plusieurs fois la veille. Mais contre un joueur qui jouait vraiment très bien. Et j'ai gagné contre je sais plus quoi. Et j'ai perdu contre Monored. Je pense que j'ai pas très bien joué la dernière. Que j'avais déjà pas super bien joué celle que j'ai gagnée avant. Donc ça m'a pas trop dérangé. J'ai bien joué jour 1, donc j'ai gagné. J'ai pas très bien joué jour 2, j'ai perdu. C'est un résultat somme toute assez cohérent. Du coup, pas de victoire fracassante cette fois-ci, mais je me demandais quand même, c'était quoi le feeling général sur cet événement assez inédit? Alors j'étais assez content de la façon dont ça marchait l'Arena Open. Parce que déjà en termes d'organisation, c'était très simple. C'est-à-dire, bah voilà, il y avait juste à se pointer à n'importe quelle heure, il n'y avait pas un Discord, un machin, un truc. Tu cliques sur Join et t'es là. C'était pas cher, parce que bah, tu pouvais payer avec la monnaie du jeu. Donc si tu joues pas mal à Arena, et que ton compte il est un peu stock, 4000 gemmes, c'est pas énorme. 20 000 gold, bah, c'est pas tant que ça non plus. Et même si tu te plantais au jour 1, tu pouvais retry. Sans que, voilà, genre si tu te plantes et qu'il te manque une ou deux wins, ben, ça t'a coûté à peu près la moitié. Enfin, tu peux recave et c'est pas non plus trop chiant. Et en fait, comme c'était un tournoi qui avait, entre guillemets, pas d'enjeu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de qualif au Pro Tour, il n'y avait pas beaucoup de sous. Genre, en fait, tu pouvais gagner des sous, mais c'est bonus. Il n'y avait pas vraiment de pression, en fait, de se dire, il faut vraiment que je joue le meilleur deck et tout. Si je joue pas, potentiellement, je gâche une chance, en fait, d'aller dans ces tournois, etc. Bah là, c'est un peu un free roll, en fait. Et du coup, voilà, j'étais content de cette organisation. J'y suis allé sans pression. J'ai fait un choix de deck qui était plus parce que j'avais envie de jouer que parce qu'il était probablement objectivement la meilleure chose. Et j'ai passé un bon moment et du coup, je trouvais ça cool. Donc l'Arena Open, ça a l'air top, mais est-ce que ça remplace le besoin de tournois compétitifs avec tous ces GP et tous ces PT annulés jusqu'à la fin 2020? Il doit bien y avoir un manque de ce rassemblement et de toute cette compétitivité. Bah, j'ai envie de dire oui, faute de mieux. C'est-à-dire que pour moi, Magic, c'est le meilleur jeu de cartes, mais pas le meilleur jeu vidéo. Et en fait, tu peux pas vraiment remplacer le jeu papier, parce que je pense que bah, moi, ça me porte beaucoup plus de plaisir que de jouer en ligne, et je joue beaucoup mieux en papier qu'en ligne, etc. Je suis mieux concentré, et je préfère l'expérience. Donc, je pense que tu peux pas vraiment remplacer les tournois papier, mais c'est, je pense, vraiment une bonne chose qu'ils peuvent faire. Ça fonctionne. Enfin, j'aime beaucoup le fait que ce soit ouvert à tous. Il n'y a pas besoin de se qualifier pendant la semaine, etc. Si t'es pas dispo ou t'as pas besoin de grinder 1000 heures de ladder, c'est ouvert. Tu viens, tu payes, tu t'inscris, tu joues. Et je trouve que c'est la bonne formule en fait. Et même si les tournois comme ce que le Red Bull avait voulu faire, c'était vraiment une bonne idée. En termes d'organisation, ça fonctionnait pas. Et le fait d'avoir le client intégré au jeu, c'est vraiment beaucoup mieux en fait. Et du coup, je pense que ce serait une très bonne idée de le refaire. Et d'ailleurs, ils ont été très bien accueillis sur les réseaux sociaux et je pense qu'ils le referont.
Et ben moi aussi, j'espère qu'ils le referont. Merci vachement à Charles d'avoir pris ce temps pour nous. N'hésitez pas à l'écouter avec son compère Théoméry dans le podcast Mage, qui est sur Deezer, Spotify, iTunes et Podbean, ou allez le retrouver. Il est aussi sur Twitter @WickedFridge, sur Discord et sur Twitch. Et maintenant, un nouveau produit, le Chandra Signature Spellbook. C'est un petit coffret qui, à l'instar du Spellbook Jace ou Gideon, coûte entre 15 et 20 euros et qui contient dans une bordure exclusive quelques cartes réimprimées avec un style propre à l'enflammure de Chandra. Ce coffret-là, il contient les cartes suivantes: Chandra, Torche de la Défiance, Réunion Cathartique, Confluence Ardente, Jeune Pyromancien, Passé Enflammé, Pyroslave, Ascension du Pyromancien et Rite de Flamme. Il y en a un petit peu pour chaque format. Si c'est votre truc, enjoy! Mais surtout cette semaine, les premières cartes du corset M21 ont été révélées. Déjà, c'est une édition de base qui met cette fois-ci à l'honneur Teferi, qui est une carte de Planeswalker qui est d'ailleurs très intéressante sur bien des aspects. Pour 2 mana et 2 bleus, c'est un Planeswalker qui peut être joué en flash. Et ses capacités de Planeswalker peuvent être activées en éphémère. Donc, une fois à chaque tour. En voilà une première. Si on joue en multijoueur, à chaque tour adversaire, et à notre tour, on va pouvoir l'activer. Sa capacité de +1, ça permet de piocher et puis défausser une carte, classique, mais son -3 permet de faire phaser une créature. Donc réintroduction de la mécanique phasing, et son ultimate fait prendre 2 tours supplémentaires, autant dire gagner la partie, un classique aussi. Autre fait intéressant, cette carte a 4 illustrations légèrement alternatives. C'est assez joli mais vraiment très subtil comme changement. Donc si on compte ça, plus les versions full art, les versions à illustration étendue, on arrive déjà à 9 versions différentes pour la carte, sans compter les foils et les versions datées qui viennent de l'avant-première. Donc mes condoléances à tous les magasins qui vont devoir lister et différencier toutes ces versions. Dans ce set, on a aussi une nouvelle Chandra, une Liliana, un Garruk et un petit nouveau Basri Paladin Dévoué, Planeswalker mono blanc, qui a l'air assez sympa. Enfin, quelques réimpressions assez incroyables comme Grim Tutor, Azusa, Prêtresse du Confinement, Hugin et, à moi, ma préférée, Dryad Kyrionez. Un sujet qu'on ne peut pas éviter en ce moment si on fait le tour des réseaux sociaux américains, c'est le mouvement Black Lives Matter, amplifié par le meurtre de George Floyd par la police américaine. Je soutiens le mouvement Black Lives Matter qui fait écho en France où on se bat toujours pour la justice pour Adama Traoré. Et vu que je ne suis pas la meilleure personne pour parler de cette problématique, j'aimerais plutôt m'intéresser au joueur nord-américain Lawrence Herman, qui a publié une lettre ouverte à Wizard of the Coast qui décrit les discriminations dont il est victime en tant que noir dans la communauté Magic. Si vous êtes chaud en anglais, je vous invite à la lire. Il y a des problèmes qui sont difficiles à comprendre quand on n'est pas dans ses baskets, mais qui justement, c'est un exercice important d'essayer de comprendre son point de vue, lui faire confiance, le croire, comme une première étape pour changer les choses. L'un des exemples les plus flagrants est celui du pro-player noir-américain Greg Orange, vainqueur du Pro Tour du 25e anniversaire de Magic. Alors que les 5 autres derniers vainqueurs de Pro Tour ont été conviés à la Magic Pro League à sa création, pourquoi pas lui ? Je vous invite donc à lire cette lettre en espérant que ça vous fasse vous poser des questions, mais sur ce, j'en dis pas plus. Et voilà, c'était Café Magic. Merci encore à Charles pour sa participation et à la semaine prochaine.